merci Rémi. Dis un bonjour à tous les collègues, à tous mes amis qui sont là-bas. Et je suis très ravi de partager la recherche qu'ils ont fait ici à Machu Picchu. Ça fait un moment que je ne parle pas français couramment, donc veuillez m'excuser si je fais quelques fautes. Et encore une fois, merci Rémi et bonjour. Et j'espère que tous mes amis, collègues là-bas vont bien. Si tu préfères parler en anglais ou en espagnol, tu peux le faire, hein. Et en Le mieux. français, je pense que tu as encore de très, très, très bonnes pratiques. Enfin, tu parles encore très bien français. Merci Rémi, merci. On essaye? Ok. On essaye en français, sinon je bascule vers l'espagnol ou l'anglais. Ok. Est-ce que vous regardez le PowerPoint? Ça, c'est Et vous. nous voyons le PowerPoint, il est en mode travail. Tu peux le passer en mode présentation, peut-être. OK. Je le passe vers le mode présentation, mais ça change pas, je pense. Non, effectivement, pour l'instant, là, ça bouge pas. OK, peut-être il y a un problème là-bas. Ah, là-bas. Ça bouge ou pas? Non. À mon avis, tu n'as pas sélectionné le bon écran qui doit être partagé. C'est souvent ça le problème. OK. Et je pense aussi, je n'ai pas oublié, mais nous avons très probablement Marcela Sepúlveda qui est en ligne aussi, puisqu'elle parle après toi. Tout à l'heure, elle était connectée, elle nous entend peut-être. Je pense qu'il est là, on parlait Oui, il y oui, a... toujours là. Parfait, merci. Donc, ça a Voilà. l'air de fonctionner, Nino. Vas-y, fais passer la deuxième diapo pour voir si ça passe. Alors ouais, je pense qu'on est bon. Tu peux Super. reprendre la diapo, hein, comme ça marche. Impeccable. Merci. Super. Merci Rémi, merci. Je suis désolé, mais je vais démarrer avec 25 minutes en retard. Je suis vraiment désolé, mais parfois ça passe comme ça. J'étais vraiment connecté il y a 25 minutes, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais essayer d'être très rapide hein, parce que nous avons après la communication, la présentation de Marcela Sepúlveda, le docteur Marcela Sepúlveda. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude multiproxy développée dans le site archéologique dénominé Isla Chico, qui se trouve dans le centre historique de Machu Picchu. Voilà, donc la présentation va être... cette présentation, on va dire, on va présenter une introduction, des problèmes, des objectifs, la méthodologie mise en place, les matériaux et les résultats. À gauche, vous pouvez voir l'image de Machu Picchu, le site qui est classé dans la liste du patrimoine mondial. Juste pour donner quelques informations très importantes, Machu Picchu a été classé dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que patrimoine mixte, culturel et matériel en 1983. Et on va dire, c'est pas juste un site, c'est-à-dire c'est un sanctuaire qui est de plus de 37 000 hectares. Seulement le site de Machu Picchu, que c'est une citadelle, c'est 12 hectares. Mais on va dire, le parc et le sanctuaire, il est de 37 000 hectares. Donc, pourquoi il est important de dire ça? Parce que ce n'est pas juste le site de Machu Picchu qui est le plus remarquable, sinon qu'il y a plus de 64 monuments archéologiques dans les 37 000 hectares. Et donc, il est important, nous, en tant que directeur et chercheur de Machu Picchu, du ministère de la Culture du Pérou, on doit développer des recherches pas juste sur la citadelle de Machu Picchu, qui est la plus connue et la plus visitée touristiquement, sinon on doit développer des recherches archéologiques sur les 64 monuments archéologiques qui se trouvent dans le sanctuaire. Voilà, on est ici au Pérou. Le cadre rouge, c'est la ubication, la localisation du sanctuaire historique de Machu Picchu, SHM. Donc, on peut voir l'image, 37 000 hectares, un peu plus. Et donc, à droite, vous pouvez voir le site de Salapunku.
c'est partie du site de Isla Chico, c'est le même nom. Et à gauche, dans la partie droite, pardon, dans la partie gauche haute, c'est la yacht de Machu Picchu. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, c'est Machu Picchu, c'est la yacht, c'est la citadelle. Et le site qu'on a fait des recherches, c'est presque à 20 kilomètres au sud, mais dans le sanctuaire. Donc, ici est Lima, Cusco, juste pour savoir où on est. On a la ville de Cusco et on a la localisation, l'ubication de le site archéologique d'Isla Chico. On peut voir ici, dans le cercle blanc, c'est le site d'Isla Chico, c'est le site archéologique dénommé Isla Chico. Et à gauche, dans la partie haute, c'est la citadelle de Machu Picchu, qui est la cité la plus importante du parc. Et les deux sites sont connectés par le fleuve Urubamba. Donc, c'est le site. Donc, le site archéologique d'Isla Chico, il s'agit d'un petit village occupé depuis 2000 ans. Et on identifie plateforme, espace, vie quotidienne, espace de la vie quotidienne et contexte funéraire. En français, Isla Chico peut être traduit comme petite île. Pourquoi? Parce que le site, il est à l'intérieur ou il est encerclé par deux cordeaux. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Voici quelques images du site. Ce n'est pas un site très monumental comme Machu Picchu, comme vous voyez, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que Machu Picchu, la citadelle, comme je vous dis, qui est le site le plus important, a été construite dans la période Inca. Et la plupart des sites dans le sanctuaire sont de la période Inca. Mais le site d'Isla Chico est le seul site dans le 37 000 hectares qui a une occupation de plus de 2000 ans. On a une occupation de l'horizon ancien, on a l'occupation de l'intermédiaire ancien, on a l'occupation de l'intermédiaire tardif et on a l'occupation de l'horizon tardif Inca. Donc, quels sont les problèmes? Bon, on a identifié deux problèmes. Il y a un manque de recherche sur la provenance et la technologie des productions céramiques. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? On t'entend bien, mais il y a un bruit de fond. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un micro ouvert. Ok, ok, On le remercie de refermer, mais pas toi, hein. ok, juste un moment. C'est ça. Je suis désolé, vraiment, hein. Je suis désolé, mais euh, donc il y a des problèmes. Un problème général, c'est le manque de recherche sur la provenance et la technologie des productions céramiques par monument et par période dans le sanctuaire. Donc, comme je vous avais dit, il y a plus de 60 monuments et 5 périodes chronologiques. Et le problème spécifique, c'était le manque de recherche sur les changements et l'évolution ou pas des productions céramiques dans le sanctuaire à échelle anthracite. S'il vous plaît, por favor, estoy en reunión. OK. Dans ces cas-là, on va analyser le cas du site archéologique Isla Chico. Les objectifs de la recherche étaient évaluer l'état de la recherche avec une approche multi-analytique, établir les premiers référentiels de composition et effectuer les premières comparaisons entre les productions céramiques du sanctuaire à l'intérieur du site archéologique Isla Chico sur la base des informations de composition. Donc, quelles étaient les méthodologies mises en place? D'abord des fouilles archéologiques, échantillonnage, analyse in situ, la ethnoarchéologie. En laboratoire, on a préparé l'échantillon, on a observé les matériaux, on a fait des analyses pétrographiques et après, on a passé sur des analyses physico-chimiques. Donc, d'abord, on identifiait tous les styles céramiques euh, dans le sanctuaire à partir des formes, décorations et finitions. On établit les chronologies relatives et dans certains cas absolus à partir des datations radiocarbone. Et on a essayé de reconnaître aussi l'utilisation et fonction d'espace dans le site de Isla Chico. On a analysé 80 échantillons. Tout l'échantillon provient du site et les techniques employées, c'est le microscope numérique, la pétrographie et la fluorescence rayonique portable. On a évalué la variabilité stylistique des échantillons, ce qui était positif. L'échantillonnage a été aussi positif parce on a récupéré et on a échantillonné des matériaux clairement différents par rapport
au style céramique et oui, mais aussi on a réalisé une analyse invasive. Ici, les échantillons 1 au 20, qui sont plutôt des échantillons de la période formative ou de l'horizon ancien. Les plus anciens, ici on a des échantillons de la période intermédiaire ancien. Et ici, on a les échantillons de la période intermédiaire tardif et de l'horizon tardif Anka. Donc, les résultats, pour, pour finir, avec le microscope numérique, on a identifié plus de 20 groupes de pâtes céramiques. Et les styles céramiques peuvent également être distingués par l'étude des pâtes, c'est-à-dire tous les échantillons qui proviennent des périodes différentes sont différents aussi par rapport aux productions de pâtes. ¿Sí? Sauf les périodes les plus tardives, c'est-à-dire les céramiques de la période intermédiaire tardive et les céramiques de la période horizon tardif Inca sont très similaires. Dans ces périodes-là, c'est-à-dire entre l'année 1000 et 1400, il y a eu une continuité dans la production des pâtes. Mais avant, à chaque période, on peut différencier les types de pâtes, les types de compositions. D'abord, avec, on va dire, minéralogique, si on le regarde à partir d'un microscope numérique. On a validé les résultats avec la pétrographie, on a validé les résultats d'observation et la classification faite par le microscopie numérique. On a identifié juste 9 groupes pétrographiques parce qu'on a fait une analyse avec moins. On a fait juste la pétrographie sur 20 échantillons. Et ce qu'on va faire ces mois-là, et peut-être l'année prochaine, on va continuer, on va faire la comparaison avec les informations obtenues par la pétrographie avec les cartes de l'INFEMET. En ce qui concerne le résultat de fluorescence de rayons X portable, on a établi que les céramiques de l'horizon ancien, Anka, sont chimiquement différentes du reste de la poterie des périodes tardives, pardon, des périodes anciennes, sauf les céramiques de la période intermédiaire tardive. Moi, je le mets ici. Les céramiques de l'horizon tardif et de la période intermédiaire tardive présentent des similitudes chimiques. On peut voir ici en noir, dans le dendrogramme, en noir, ce sont les échantillons qui correspondent à la période horizon ancien ou formativo, qui se distingue clairement de la plupart des échantillons qui proviennent d'autres périodes, des autres périodes. Voilà. Et donc, on peut voir clairement que les céramiques de l'horizon tardif sont très similaires entre eux avec les céramiques de la période intermédiaire tardif. Donc, juste pour résumer, pour finaliser, les céramiques de l'horizon ancien, c'est un horizon qui se développe entre 1000 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. On peut dire que ces pâtes-là sont comparables aux pâtes céramiques contemporaines de la vallée de Cusco. Moi, j'ai mis ça parce que quand on a fait des analyses des pâtes céramiques de la vallée de Cusco, on a identifié, au moins d'un point de vue visuel, par microscopie, la même composition. Et on doit passer vers des analyses chimiques ou minéralogiques pour établir s'il existe vraiment des liens entre les céramiques de la vallée de Cusco, qui se trouve à plus de 80 km au sud, avec ces céramiques très anciennes de Machu Picchu. Mais on postule qu'il y a une existence de vastes réseaux d'échanges régionaux à partir de ces informations analytiques. Après, pour les céramiques des périodes intermédiaires anciennes et de l'horizon ancien, qui se développent entre 200 après Jésus-Christ et 1011 après Jésus-Christ, on a pu établir qu'il s'agit de céramiques qui présentent une grande variabilité dans les recettes de production et technologiquement sont très différenciables d'autres périodes. Et finalement, en ce qui concerne les céramiques des périodes intermédiaires tardives et l'horizon tardif, qui c'est l'horizon Inca, c'est-à-dire entre 1000 après Jésus-Christ et 1500 après Jésus-Christ, on peut dire qu'il y a une faible variabilité des recettes de production et ça peut s'expliquer par une sorte de flexibilité politique des 5 ans et l'adaptation aux économies locales. Les 5 cas, dans certains cas, quand
il faisait la conquête de certains, on va dire, peuples. Parfois, il changeait la façon il changeait l'économie locale, mais parfois pas, parce qu'il n'y avait pas besoin. Et Isla Chico, il s'agit juste d'une petite communauté, pas très décisif. Donc, on est sûr que les Sanka, ils sont s'adaptés à l'économie locale. Ils n'ont pas eu besoin de changer la manière de produire les céramiques. Donc, on peut voir qu'il y a presque 400 ans de continuité dans la façon de faire des céramiques dans ces sites-là et que le 5, ils ont respecté la manière de faire parce qu'il n'y a pas eu besoin de changer la technologie. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie. Je suis désolé, je pense que j'ai fait ça très rapidement. J'espère que vous aurez réussi à me comprendre. Merci. Merci Nino, on t'a bien entendu et bravo pour ton français encore impeccable, franchement, bravo. C'était très bien et puis on savait pas, moi je savais pas que tu allais nous amener un petit peu en dehors du Machu Picchu, mais on n'est pas très loin quand même, donc de ces communautés qui ont manifestement produit des choses assez similaires, mais pas que. Donc c'est très bien. Voilà, je regarde la salle pour savoir s'il y a des questions. Est-ce qu'on te voit? Oui, On voit ta photo toujours, hein, mais pas plus pour l'instant. Et donc depuis ce temps, on évoquait la soutenance de thèse en 2015, tu as eu plusieurs étapes, toujours dans le cadre du ministère de la Culture, pour finir aujourd'hui comme responsable du site archéologique, directeur, donc c'est bien ça. Centre de recherche, c'est oui, ça. oui. Donc, le sanctuaire historique de Machu Picchu, il est composé par différents départements. Il y a un département de conservation euh, de la citadelle et de 60 monuments. Il y a un directeur de recherche archéologique. Donc, c'est moi qui est le directeur. Il y a un directeur de sensibilisation. Je ne sais pas si je le dis comme ça. C'est des travaux avec les communautés locales. Donc, on est les trois qui travaillent avec le directeur du parc on va dire, qui est le chef de tout le parc du sanctuaire. Donc, voilà. Est-ce que je comprends que dans le centre de recherche, finalement, il y a 3 personnes ou plus? Non, on va dire, il y a le directeur du sanctuaire qui est le boss, qui est le chef Ouais. du sanctuaire. Et au-dessous, on a trois départements, le département de conservation, le département de recherche archéologique et Ok. le département de travaux sociaux, on va dire comme ça. Et moi, je suis le directeur de recherche archéologique. Donc, Et si donc, dans ton quelqu'un groupe, ton équipe à toi, vous êtes combien? C'est ça ma question. Dans mon équipe à moi, on a juste deux pour l'instant. Vous êtes 2. Et donc, tu es prêt à recruter des jeunes Français dynamiques qui veulent traverser l'océan Atlantique? Tout à fait. Tout à fait. S'il y a la chance de monter un projet d'échange, ça nous intéresse parce que l'année prochaine, on veut faire, cette année, on a fait on a fait des recherches archéologiques. On a fouillé à Machu Picchu, dans la même citadelle. Donc, l'année prochaine, on va faire les analyses sur la céramique de Machu Picchu, de la citadelle. Donc, moi, je présente les résultats des recherches qu'on a fait avec les fouilles qu'on avait développées en 2021. Donc, on a fait des fouilles et après, on a récolté des matériaux, on a fait l'échantillonnage et les résultats, je vous présente aujourd'hui. Mais cette année, on a fini de fouiller il y a quelques semaines à Machu Picchu, dans la même citadelle, et l'année prochaine, on va faire des analyses physico-chimiques. Donc, ça nous intéresse d'avoir quelqu'un qui est intéressé à participer dans ces démarches-là. Et toutes les analyses, tu nous as montré de la microscopie, enfin de la pétrographie, tu disposes d'un appareil de fluorescence X portable et puis de quelques microscopes numériques. Donc tout ça, ils sont disponibles dans le centre de recherche. Oui, tout à fait. On a cet équipement-là. Mais oui, on va essayer, en tout cas, aussi de chercher des coopérations pour faire plus des analyses, non? Oui, Avec parce que plus de clients. peut-être que la recherche d'éléments de traces pourrait être intéressant. La fluo X parfois est un peu en limite, mais il Oui, peut y avoir plein de projets à mener. tout à Très fait. bien. Alors, je regarde s'il y a des questions dans la salle éventuellement. Je vois le professeur Luis Jaime Castillo qui, il y a quelques années, avait fait un survol du Machu Picchu. Il a numérisé entièrement avec un drone. Est-ce que ça peut avoir un intérêt ou une utilité pour tes recherches? Tout à fait, tout à fait. Et on avait l'idée de lancer un projet cette année-là. On avait parlé avec lui, mais
Comme vous savez, le Pérou, c'est un pays où il y a un peu d'instabilité politique à chaque fois. Donc, même le directeur du sanctuaire, il a renoncé à son poste il y a une semaine. Donc, on est, on attend un nouveau directeur. Donc, je pense qu'avec un peu de stabilité, on peut lancer un projet qui peut nous aider dans ces démarches-là. Mais voilà. Bien, on va y réfléchir alors. Oui. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Are there any questions in the room? Not supposedly. Sam a une question, je crois. Alors, je te passe le micro pour l'enregistrement. C'est parce que je crois qu'on n'entend pas dans l'enregistrement. Nino, je profite de faire une petite question. Non, simplement parce que tu mentionnais que ces analyses que tu as faites sur donc, ce site de Isla Chico, tu as comparé différentes périodes, à la fois formatives, Horizonte Medio, et puis aussi durant l'époque Inca. Mais est-ce qu'il y a aussi ce genre de différence que vous avez pu observer, par exemple, sur un site complètement Inca, typiquement Machu Picchu, la citadelle? Est-ce qu'il y a ce genre d'analyses qui ont été faites et pour voir si, en comparant par exemple la céramique de Isla Chico à celui de Machu Picchu, est-ce qu'il y a par exemple une homogénéisation aussi de la production ou des rapports, parce que les sites ne sont pas si loin en fait? Bonjour Sam, merci. Je suis content de t'écouter aussi. On- bon, les études sur les céramiques Anka à Machu Picchu ont été faites par l'université de Yale et par des collègues américains. Ils ont pas mal travaillé sur les sujets avec des collections qui ont été récupérées par Hiram Bingham, qui était le chercheur qui a découvert le site. Donc, ils ont produit pas mal d'informations sur la composition chimique et minéralogique des céramiques Anka de Machu Picchu. Donc, assez- on va dire on connaissait bien, on connaît bien déjà la- la- euh, les caractéristiques chimiques et minéralogiques des céramiques de Machu Picchu, Anka. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé vers un petit site comme Isla Chico parce qu'il y avait pas des études sur celle-là. Donc, c'est le seul site dans les 37 000 hectares qui présente cette continuité d'occupation humaine. Donc, on voulait plutôt générer, euh, on va dire, des nouvelles informations pour la communauté scientifique, même si le site il n'est pas important d'un point de vue esthétique et monumental, mais en ce qui concerne la production céramique, c'est le seul qui comprenne plus de 2000 ans d'occupation humaine. Donc, c'est le seul site qui, en plus, a une occupation de la période formative. Donc, c'est vraiment très unique. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que comme on a déjà des analyses avec la méthodologie et les paramètres analytiques qu'on a mis en place pour Isla Chico, c'est d'utiliser ces méthodologies et paramètres pour les analyses des céramiques qu'on a fouillées cette année-là et faire les comparaisons comme tu le dis. Donc, ça, c'est un premier pas. Et ce qu'on a fait cette année avec les fouilles archéologiques, c'est on va échantillonner encore une fois les matériaux à Machu Picchu qui sont entièrement des matériaux Inca et placer les informations compositionnelles dans on va dire, on va insérer les informations compositionnelles, on va comparer ces informations compositionnelles avec la base de données qu'on a déjà récupérée pour Isla Chico pour savoir s'il y a on va dire s'il y a des choses similaires ou différentes chimiquement et d'un point de vue aussi macroscopique, non? On va le faire l'année prochaine. Excellent. Je voulais juste, si je peux me permettre en fait, faire un dernier petit lien. Euh, Parce qu'il y a donc des théories, surtout par exemple, si je regarde les travaux, il y a des travaux d'un linguiste très connu au Pérou qui s'appelle Serrón Palomino, qui travaille sur donc les différentes langues de cette région-là, dont surtout le Pokina. Et le Pokina, c'est une langue qui avait en fait qui est une langue morte, il me semble aujourd'hui, mais qui existait en fait sur le bassin du lac Titicaca. Et il semble, d'après des travaux de linguistique, que les Incas ne seraient pas originaires de la région de Cusco, mais seraient venus, on sait
peut-être plus au sud ou d'autres régions en fait, comme justement le bassin du lac Titicaca. Ça pourrait correspondre aussi à certains mythes, parce qu'il y a des versions du mythe de Manco Cápac qui parlent voilà, de la sortie des ancêtres du lac Titicaca. D'autres parlent de Pacarirtambo, qui est justement à côté de Cusco. Et alors je sais que je parle là un cusqueño, mais est-ce que ce genre d'analyse renseigne un petit peu peut-être sur l'invasion des Incas? Est-ce que le phénomène Inca serait proprement local? Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose peut-être venu d'ailleurs ou pas? C'est tout à fait intéressant ce que tu dis, mais en vérité, quand on a fait des analyses, on pensait d'abord que dans ces sites-là, on allait récupérer des informations, bon, on va dire, informations analytiques importantes qui nous parlent d'une communauté qui n'a pas changé d'un point de vue technologique la façon de produire des céramiques depuis plus de 2000 ans, parce que ça existe. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça nous laisse penser que à chaque fois, il y a eu des changements très forts dans ces communautés. Et donc, ça se voit dans la technologie céramique. Donc, à la période formative, 1000 ans avant Jésus-Christ, on regarde une pâte céramique d'une technologie très unique qui en plus, il est partagé à l'échelle régionale. Donc, le site, il est non plus, on va dire, exclu au loin d'un grand réseau d'échanges. Après, dans la période intermédiaire ancien ou l'horizon moyen, donc on voit aussi des changements très forts dans la technologie céramique, ce qui nous permet de déduire qu'il y a eu un vrai changement au niveau de la communauté qui vivait là-bas et qui a besoin de changer la manière de récupérer les matières premières, on va dire, les mélanger, les composer, produire des céramiques. Donc, et en plus, avec la période horizon tardif, et intermédiaire tardif et horizon tardif, on voit un peu la même chose. Euh, dans ces périodes-là, on ne voit pas des changements très forts, on voit une continuité. Et en plus, il y a, on va dire, on voit que depuis l'horizon ancien, pardon, l'horizon moyen, il y a eu un changement, mais à partir de ce moment-là, à partir de l'année 1000, après, il y a eu une sorte de continuité technologique et les chroniques des Espagnols parlent des alliances entre les Incas, qui avant étaient juste une petite communauté à Cusco, et les communautés autour de la région de Cusco, des alliances avec des mariages entre les chefs de ces curacasgos, les chefs de ces petites chieftains. Donc, avec ce type des alliances, on imagine que les Incas ont pu plus rapidement se consolider dans la région de Machu Picchu. Donc, même si aussi dans les chroniques des Espagnols, on peut lire que parfois les Incas ont été on va dire, des conquistadores, on peut le dire comme ça, non, avec une armée et tout. Il y a certaines communautés qui ont été assimilées très facilement à l'Empire et qui n'ont pas eu besoin de changer, on va dire, de technologie, pas juste de céramique, mais d'autres. Alors, entonces, il n'est pas impossible de penser qu'il y a eu pas mal de migrations entre le sud et Cusco, c'est-à-dire le sud, le Puno et l'Altiplano et Cusco. Et on peut le regarder par la céramique, je pense que oui, mais Machu Picchu, c'est un cas un peu exceptionnel. Et en plus, Isla-Chico, c'est un cas hyper exceptionnel. Pour l'instant, on n'a pas fait des analyses génétiques ou d'autres sortes pour confirmer s'il s'agit des populations locales ou s'il s'agit des populations qui sont venues d'ailleurs. Donc, un peu compliqué de répondre à la question et répondre d'une façon précise s'il y a eu de la migration du sud ici à Machu Picchu. Mais je comprends l'idée de la question d'une sorte de, on va dire, de réseau d'échanges et réseau on va dire, de manière de produire. Un réseau d'échanges, pas juste des matériaux, mais aussi de technologies, non? Merci Nino. Alors, je voudrais juste rajouter un petit point par rapport à ce que Sam vient de proposer ta réponse, parce que finalement, on se rend compte que la céramique peut apparaître comme un élément clé
voire un marqueur essentiel pour arriver à retracer ces évolutions, voire ces transitions, pour utiliser un vocabulaire qui plaît à Sam. On remonte à la discussion de ce matin. Mais entre-temps, Luis Jaime Castillo aurait une question aussi, Lino, pour toi. En espagnol ou en anglais, je ne sais pas. In English. Okay. No, I wanted to ask a question that is not scientific, but actually practical. I mean, Nino received this incredible training in this laboratory, and he's probably the best specialist in ceramic analysis we have in Peru. But because life takes you in directions that you never expect, he is now the director of research in the foremost archaeological site in South America, probably in the Americas. And so my question is, how did the training that he received here, particularly, prepare him for this incredible position he has with a great responsibility, but also how can he match research and administration, research and conducting administration? No? Because in the position he has, he doesn't have only to carry on his own research, but actually lead and design research for others. No? So how do you mix these two things and have a family and a life? And a dog. Una vez más, mandarte un saludo fuerte, un abrazo enorme, Luis Jaime. Muchas gracias por tus palabras, por tu, por tus gestos. Gracias, de verdad. Il est un peu compliqué. C'est pas si simple le poste de directeur de recherche archéologique parce que, comme vous le dites, c'est un poste où on doit développer ses propres recherches, mais aussi il faut gérer les recherches des autres sur le monument. Parfois, il y a des recherches qui sont très intéressantes, parfois, il y a des recherches qui sont un peu, on va dire, je ne sais pas comment le dire, mais qui sont un peu, qui sont dans une démarche très différente d'un point de vue scientifique. Ils sont plutôt dans la démarche de l'astrologie ou des signes zodiacaux, je ne sais pas si je me fais comprendre, ou des choses mythiques. Donc, on doit essayer de rester très scientifique et dans la démarche. Et en effet, la, la formation que j'ai reçue à Bordeaux, d'abord, c'est très unique et c'était très importante pour réussir à être directeur des recherches, directeur du département de recherche archéologique ici à Cusco. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la démarche archéologique au Pérou, il est aussi déjà dans cette démarche d'une recherche archéologique multidisciplinaire et analytique. Donc, si on voit la recherche archéologique classique, on n'est pas déjà dans la recherche actuelle et tout le monde, même le ministère de la Culture, veut que les directeurs aient une sorte de formation multidisciplinaire et en tant que spécialiste. Donc, les sciences des matériaux, les analyses chimiques, minéralogiques, l'emploi des équipements, on va dire, modernes, contemporaines, scientifiques pour enregistrer, comme l'emploi des drones et d'autres, c'est très apprécié ici au Pérou. C'est très, très, très apprécié. Donc, je pense que c'est tout ça ce qui m'a permis d'obtenir la possibilité d'être directeur de recherche archéologique. Merci beaucoup Nino pour cette réponse qui nous flatte beaucoup aussi et qui fait qu'on a aussi gardé des liens très étroits parce que il est aussi possible d'envisager une suite et c'est ce à quoi on est en train de réfléchir, toi et moi, mais pas que nous, hein, il y en a d'autres qui sont intéressés et on espère que ça va fonctionner puisqu'on avait déjà fait des tentatives par le passé et il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Voilà, on se dit ça comme ça. Merci encore Nino, on te souhaite une belle journée, beaucoup de courage et on espère se revoir bientôt, quoi qu'il arrive. Merci à vous, désolé encore une fois, il est un peu tard, Non. mais je suis content de vous voir et de participer dans ces workshops. Merci, merci.